Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Henri Buzicazo et Bernard Cadot, cofondateurs de l'association Partage Plus et de son application Listigo, sont venus au micro interroger la pratique du mandat exclusif de vente ainsi que les modèles des fichiers de partage. Première question, le mandat exclusif de vente devrait-il être plus souvent mis en avant en tant qu'outil de service au bénéfice des clients ? Autre question, devrait-il être plus connu du grand public et donc mieux promu par les professionnels de l'immobilier ? Et autre question encore, les modèles de fichiers de partage de mandat exclusif de vente sont-ils tous en phase avec la structure actuelle du secteur immobilier ? Beaucoup de questions, je vous l'accorde, mais ce sont des questions essentielles pour un entretien très libre que je vous recommande. Bernard Cadot, bonjour. Bonjour. Henri Buzicazo, bonjour. Bonjour. Si je vous dis à brûle pour point mandat exclusif de vente, que me répondez-vous, Bernard ? Chiche, et surtout, je réponds avenir de la profession et outil idéal pour aller chercher les parts de marché qui échappent encore aux professionnels. Henri, que nous vaut ce regard ? Moi, je ne comprends pas comment, pour l'acte parmi les plus importants d'une vie, qui est de céder son logement en vue d'en acheter un autre, en vue, peu importe, un parcours patrimonial, on ne fasse pas une confiance exclusive à une personne, à un professionnel. Dans les autres actes aussi importants, je ne vois pas ça. Enfin, est-ce qu'on a plusieurs médecins généralistes ? Si, il y a des gens qui multiplient les diagnostics, mais on va être sérieux. Est-ce qu'on a 4 experts comptables pour son entreprise ? Voilà. Dès qu'il y a des enjeux, on donne une confiance à une personne qu'on choisit bien. Et voilà. Donc, le mandat exclusif, pour moi, c'est naturel. Et on est loin de cette réalité, on le sait, malheureusement. On va parler maintenant des agents immobiliers. Est-ce que la question du mandat exclusif de vente, en tant maintenant qu'outil de réassurance pour les agences immobilières dans un contexte plus difficile, devrait, selon vous, être plus souvent évoquée ? C'est un problème culturel parce que c'est vrai que contrairement à d'autres pays, notamment anglo-saxons et je pense aux États-Unis naturellement, c'est pas venu instantanément à l'esprit des professionnels que faire signer un mandat exclusif faisait partie de leur arsenal. Et j'irais même plus, certains avaient peur de proposer le mandat exclusif. Donc ça, il faut être réaliste et positif. Ça évolue, et ça évolue dans le bon sens. Mais on est encore loin du compte. Alors je parle sous contrôle d'Henri, on doit être à 20 ou 25% on est à 20%. 20% de part de mandat exclusif, là où d'autres, ceux auxquels je faisais référence il y a un instant, les Américains sont à 98%. Donc on a encore du chemin. Oui, mais ce que dit Bernard, c'est une analyse très profonde au-delà du mandat exclusif. La profession d'agent immobilier, transactionnaire, négociateur, elle s'est bâtie, elle s'est fondée. C'est une profession qui a explosé après-guerre, pour être clair, même si elle avait vu le jour bien avant. On parlait d'agents d'affaires, d'ailleurs, on ne parlait pas d'agents immobiliers, bon, pour les anciens que nous sommes, Bernard ou moi. Enfin, on n'exerçait pas à l'époque des agents d'affaires, c'était le début du XXe. Mais elle s'est bâtie sur l'idée de la concurrence, qui est un ressort commercial. Loin de moi l'idée de dire que ça n'en est pas un. Louable, naturel et nécessaire. Oui. En perdant quand même de vue que quand on est sur les enjeux majeurs, le logement en fait partie, j'en ai cité d'autres, la santé par exemple, ou la sécurité, il y a une limite à cet exercice. La concurrence, ça peut être pour choisir la personne à qui on va ensuite faire une confiance exclusive. Voilà, le marché est ouvert. C'est un sujet aujourd'hui avec l'autorité de la concurrence. D'ailleurs, ce marché est fermé ou ouvert ? Il est ouvert. Mais ensuite, l'étape suivante, c'est la confiance exclusive. Et on a, comment dirais-je, on a tordu en fait cette logique en disant non, il faut de la concurrence de bout en bout. L'image qu'a l'agent immobilier aujourd'hui, elle n'est pas au sommet, on va dire les choses, à cause de ça. C'est-à-dire que le côté chasseur de primes que va inspirer le négociateur, on ne l'aime pas. On veut de l'efficacité de sa part. Et quand il dit, attendez, moi, on se tire la bourre, la question du droit honoraire ensuite, il y avait 3 agents immobiliers,
il y a eu un ordre de visite, lequel a mérité les honoraires. Tout ça, c'est épouvantable. Voilà. Le dumping. Le dumping, évidemment, le dumping, je vais faire moins cher sur les honoraires, comme ça je vais capter le mandat. Voilà, donc la concurrence, on l'a mal lu, mal interprété de longue date dans la profession d'agent immobilier. Oui. Peut-être moi, je préfère le terme de compétition ou de compétiteur plutôt que concurrent, parce qu'il y a un côté un peu grégaire là-dedans, et voilà, un petit peu, pas violent, mais quand même. Oui, on est des compétiteurs sur le terrain, et c'est naturel. Et comme le dit Henri, il faut que le client choisisse de sa propre initiative celui ou celle qui va le représenter dans ce qui est un des moments les plus importants de sa vie. Est-ce qu'à l'intérieur d'une agence, il n'y a pas aussi quelquefois des distorsions d'intérêt entre un agent immobilier qui, lui, va être plus souvent à même d'accepter le mandat exclusif, et puis ces négociateurs qui voient les choses complètement différemment aussi parfois? Alors, on a des modèles qui s'affrontent et des envies qui s'affrontent. Oui, mais là, je vais être moins gentil quand même sur le diagnostic, parce que c'est quand même d'abord et avant tout un problème de gouvernance. Je vais dire gouvernance parce que ça peut s'appliquer aussi bien à des réseaux qu'à des patrons d'agences. Selon la philosophie qui est celle de celui ou de celle qui dirige et qui a la stratégie commerciale, eh bien, le premier travail, c'est d'acculturer tous ses collaborateurs et toutes ses collaboratrices à un principe. Il faut qu'on soit autour du même sujet. Parce que comment imaginer que dans une agence, il y en a qui tirent à droite, d'autres à gauche, au milieu, et là, c'est pas possible. Oui. Mais très clairement, ce que vous dites, Sandrine, est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une insuffisante discipline méthodologique sur ce sujet, et pas sur d'autres d'ailleurs, mais sur ce sujet, au sein même d'une agence immobilière ou d'un réseau. Quand je dis discipline, alors si c'est un réseau où il y a une liberté, un réseau de mandataires par exemple, chaque conseiller est indépendant, mais une discipline, c'est un mouvement. Voilà. C'est un mouvement, une préconisation. Dans une agence avec des salariés, là pour le coup, c'est une discipline pure et dure. Mais c'est vrai que ça en rajoute par rapport à ce que disait l'image que peut donner une agence immobilière au sein de laquelle 5 ou 6 négociateurs ne vont pas avoir les mêmes codes. Eh bien, c'est embêtant. Voilà. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Oui, et puis c'est aussi une question il faut trancher le débat entre quantité et qualité. Et si on veut faire de la qualité, eh bien, il faut que chacun s'occupe d'un nombre relativement restreint de clients. Mais ça, c'est la philosophie, encore une fois, du patron ou du groupe, ou en tout cas les valeurs auxquelles on va adhérer. Et bizarrement, parce que ça, c'est pas intuitif non plus, en faisant de la qualité, c'est un petit peu l'histoire de l'agriculture intensive ou extensive, en faisant de la qualité, on va s'attirer plus de confiance des clients qui en parleront mieux, on aura plus de résultats in fine, avec autre chose dont on ne va pas tarder à parler qui s'appelle le partage, mais on aura plus de résultats en étant plus près de son client. Parce qu'il n'y a pas une affaire qui ressemble à une autre et il n'y a pas un souci d'un vendeur qui puisse ressembler à celui du voisin. Autre distorsion, personnellement, peut-être à cause de ma naïveté, je n'ai jamais compris la différence entre un négociateur qui travaille aux côtés d'un agent immobilier indépendant et un mandataire qui appartient à un réseau. Parce qu'il n'y en a pas. Non, mais donc, on en viendra après à la question du partage des mandats, évidemment, derrière. Écoutez, encore une chose d'ailleurs dont la profession pâtit, c'est-à-dire qu'elle se trouve des querelles internes qui n'ont aucun sens pour le public. Il se trouve que depuis toujours, il y a 2 statuts possibles pour un négociateur. Il peut être salarié d'une agence immobilière. Parlons de l'agence même, sans aller jusqu'à ces concepts beaucoup plus récents qui sont les réseaux d'agents commerciaux indépendants, de mandataires. Dans une agence, il y a toujours eu et des salariés et des agents commerciaux indépendants, souvent ils cohabitaient. Bon. Et puis après, la stratégie pouvait être ou de n'avoir que des salariés ou de n'avoir que des indépendants. En tout cas, les 2 statuts existaient. On voit aujourd'hui, avec l'évolution des choses, que dans la profession, il y a une écrasante majorité de négociateurs indépendants qui travaillent pour des agences ou qui travaillent bien sûr pour les réseaux qui organisent cette indépendance, les réseaux de mandataires. Eux, ils ont 100% d'indépendants. Je vais vous donner un chiffre. On peut estimer aujourd'hui qu'il y a entre 10 et 20 000 négociateurs salariés
en France, qui vendent ou du neuf ou de l'ancien. Et il y a, et ça pour le coup, là on a les chiffres, parce que les salariés, c'est plus difficile de dire s'ils sont exclusifs sur la négo ou autre chose. En indépendant, on a 92 000 négociateurs indépendants. Voilà, les chiffres, vous les avez là. Bon. Et la tendance, elle est à faire grossir le vivier des indépendants. Moi, j'ai aucun état d'âme avec ça. Ce sont des statuts. Alors derrière, on peut magnifier le statut de salarié en disant mais le vrai collaborateur, c'est le salarié. Alors je vais vous dire un truc. Moi, je mets sur le marché, si je puis dire, comme président d'école des diplômés. Il y a ceux qui vont avoir le CDI traditionnel dans l'entreprise. Ils sont encore très nombreux dans une école comme l'IMSI, mais ça se réduit. Et ils n'ont pas peur aujourd'hui du statut d'indépendant. Ils n'en voulaient pas il y a 5 ans. Oui, ils n'en voulaient pas. C'est ce que j'allais dire, ils ont d'autres envies aussi. Ils ont des envies de création, des envies d'indépendance. Ils ont, eux, des envies d'indépendance. Et les entreprises, eh bien, elles ont aussi, pour diverses raisons, des bonnes, aujourd'hui, je trouve, la volonté d'avoir des collaborateurs indépendants. Alors, ils ont plus la mentalité entrepreneur. Parce qu'ils ont la mentalité entrepreneur, parce qu'au fond, le statut naturel du négociateur, c'est l'indépendant qui commence le mois avec 0, et qui est poussé à la plus grande énergie. Ça ne veut pas dire que c'est un cow-boy, ça veut pas dire, ça on pourra en parler, c'est pas le sujet. Mais en revanche, il a évidemment cette adrénaline extraordinaire. Le commerce fait bon ménage avec le statut d'indépendant. C'est ce qui se passe. Mais le grand public, qu'est-ce qu'il veut ? Il a face à lui quelqu'un qui va devoir lui résoudre un problème. Il vend ou il achète, ou les deux à la fois. Mais jamais il ne pose la question du statut. Faisons un sondage dans la rue, je crois qu'il n'a pas été fait. On prend 100 personnes qui ont eu affaire à un professionnel immobilier, une enseigne immobilière, et on lui dit, mais le gars ou la femme, avec quel statut ? Déjà, il faut qu'il comprenne la question. Oui. Puis on lui dit, mais attendez, il était salarié ou il était agent commercial ? Alors là, on l'a perdu. C'est même pas son problème d'ailleurs. On l'a perdu, il s'en fiche. Il a exercé sous une enseigne avec des garanties. Parce qu'effectivement, il y a des garanties. L'indépendant, il a les garanties de celui sous le couvert de qui il travaille avec la carte professionnelle. C'est-à-dire qu'un négociateur IAD SAFTI, il a évidemment une responsabilité qui est celle de son enseigne. Et si c'est l'agence cadeau, même chose. Donc, le public ne comprend rien à ces querelles. On se fait plaisir. Il s'en moque. Et je pense même que s'il en avait connaissance, elle se rajouterait à sa défiance, à ce qu'il n'aime pas chez nous. Oui. Voilà. Au déficit d'image aussi. Oui, bien sûr. Parce que c'est incompréhensible vu de l'extérieur. Oui. Ce type de querelle a pas beaucoup de sens. Imaginez juste un cas de figure. Vous avez un vendeur qui vend par un réseau de mandataires et il vient acheter dans une agence dite traditionnelle. Est-ce que ce client-là, on va le mettre dehors sous prétexte qu'il n'a pas fait confiance une fois, ou est-ce qu'on va essayer de résoudre juste son problème du moment ? Je pense que c'est ça la meilleure solution. Donc ce type de clivage est vraiment suranné. Il faut aller encore un petit peu plus loin et changer un peu les mentalités. Et au fond, est-ce que la profession des agents immobiliers, vue de façon très large, ne s'est pas trompée de combat ? Peut-être devrait-elle faire la promotion du mandat exclusif, d'abord auprès du public, auprès du client, pour lui faire comprendre l'intérêt de ça. Alors là, plutôt que discuter sur les statuts. J'aime beaucoup ce que vous dites. Je vais vous dire pourquoi. Je suis... alors je le dis avec beaucoup de plaisir, parce qu'il se trouve, peut-être en dire deux mots, que j'ai le bonheur de présider une plateforme, un outil. On va en parler après. On va y venir, de partage de mandat. Bon. Mais il se trouve que j'ai contribué à créer l'autre outil, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle l'Association des mandats exclusifs des professionnels de l'immobilier, l'acronyme c'est AMEPI. Je le dis, j'y ai contribué en 2008. Et à l'époque, j'avais dit, je dirigeais la FNAIM, j'avais dit, mais attendez, lorsqu'on cherchait le nom, évidemment, on avait passé une demi-journée, les cofondateurs, chacun avait son nom, son acronyme, tout le monde est directeur de la communication, c'est clair. Et puis, il y en a un qui dit à un moment donné, de toute façon, on s'en fiche, on ne va pas y passer des dizaines d'heures. C'est vraiment un nom qui ne comptera que pour nous. C'est une association de professionnels. Et j'avais dit non, alors attendez, là on se trompe. Le nom va compter, il faut qu'il soit un peu sexy, parce qu'en réalité, nous sommes la collective du mandat exclusif. La collective exclusive. Comme il y a eu, pour relancer la consommation de certains produits, la collective du lait. C'est-à-dire qu'on est là d'abord pour dire au public à quoi sert cette affaire-là.
Et ensuite, il y a les professionnels pour qu'ils s'en servent. Mais c'est dans un second temps, ou les deux à la fois. On s'adresse au public, il y a un travail didactique. Donc aujourd'hui, le travail qui reste à faire, les 20%, Bernard me faisait dire quel est le taux de mandat exclusif aujourd'hui, c'est-à-dire de confiance exclusive donnée aux professionnels pour vendre. 20%, 1 sur 5. Ça a très peu évolué depuis 20 ans. Eh bien, c'est un échec. Ça veut dire qu'on n'a pas expliqué au public à quoi ça servait de faire confiance exclusivement à quelqu'un. Et dans tous les autres domaines, il le comprend, j'en ai cité. Est-ce qu'il faut expliquer à quelqu'un pourquoi il a un seul, je sais pas, je parlais de médecine, mais si on parle d'éducation, vous avez besoin d'un répétiteur pour vos enfants parce qu'ils ont des difficultés, vous allez en prendre 5 ? Vous allez dire, écoute, le mieux, c'est que tu envoies 5 parce que peut-être le premier, il ne sera pas bon. Tout ça n'a aucun sens. Donc, il faut une didactique de l'opinion. Et il faut le socle sur lequel, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Henri, le socle sur lequel ça doit s'appuyer, c'est la valeur perçue et la création de valeur pour le client. À partir du moment où on amène un vrai service différenciant, encore une fois, parce que chaque affaire est très différente de celle d'à côté, là, si on amène ce vrai service, il y a déjà beaucoup moins de réticence. Au passage, je rappelle que quand on interroge les clients sur la notion des honoraires, ils ne sont pas contre le principe de l'honoraire, ils sont contre le contenu qui parfois n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendent. C'est ça. Donc, l'étape numéro 1, c'est monter en gamme, si je puis dire, et apporter les vrais services qui sont dignes de ce type de mandat. Expliquer, comme le dit Henri, à quoi ça sert. Et puis, l'étape d'après, indispensable, c'est partager parce que ça lève quelques objections de partager les mandats exclusifs. Et les fichiers de partage de mandats exclusifs permettent d'ajouter du service, justement. Vous êtes tous les deux à la tête de Partage Plus et de Listigo, solution qui est présentée sur votre site internet, comme je cite, la solution 100% entre agents, ouverte à tous les professionnels de l'immobilier qui facilitent les transactions. Combien de mandats exclusifs Partage Plus et Listigo représentent-ils en ce moment ? Alors, à l'heure où on se parle, c'est un peu plus de 10 000 et un peu plus de 16 000 utilisateurs. Ça fera 2 ans et demi bientôt que nous avons créé cette plateforme. On est plutôt satisfait de la progression. Il est évident que dans un grand élan œcuménique, si l'ensemble de la profession nous rejoint, on sera ravis. Mais voilà, on est plutôt satisfait de nos performances. C'est un chiffre important en fait. Alors, c'est un chiffre très important. Il faut peut-être faire juste un petit préalable. Pourquoi des plateformes, on en est à parler de l'utilité générique de ces outils. J'ai même cité l'autre grand outil préexistant. Je n'ai pas état d'âme. Il faut expliquer pourquoi il faut ce partage. Si l'exclusivité a les vertus qu'on vient de décrire, c'est-à-dire je fais confiance à quelqu'un, et puis voilà, bon. Elle a en première approche, pour celui qui veut vendre son bien, un défaut. C'est la perte de chance. On se dit, moi je veux bien faire confiance à cette personne-là, mais est-ce qu'il va avoir une vision panoramique de tous les acquéreurs possibles de mon bien ? Et on sait que le facteur temps est très important. Bien évidemment. Est-ce qu'il va être assez rapide ? Bon. Ce défaut, comment le combler ? Et alors, il y a avant nous... notamment des grands pays qui l'ont fait, typiquement les États-Unis, où ce concept-là est naturel. Le principe consiste à dire, tu fais confiance à une seule personne, mais grâce à des outils de partage, elle a un accès extrêmement large, par des confrères, très clairement, au plus large vivier d'acquéreurs. Et là, on a plus d'inconvénients, on a répondu à l'inconvénient. Donc ce partage, cet acte de partage et ces outils de partage sont là pour que l'exclusivité ne prive pas de la puissance de commercialisation. Vous vous adressez à tous les professionnels de l'immobilier, je vous cite. Est-ce que les fichiers de partage qui réservent leurs services aux seuls agents immobiliers sont-ils encore, selon vous, j'ose poser la question, même si peut-être elle ne plaira pas, en phase avec l'époque et le secteur immobilier tel qu'il est structuré en ce moment ? Manifestement non. Après, voilà, moi ça fait un certain nombre d'années ou de dizaines d'années que je suis dans la profession. J'ai connu l'époque où les agents immobiliers ne se parlaient pas entre eux, ils changeaient de trottoir quand ils se croisaient. Tout ça, ça a évolué, donc je suis très optimiste quand même sur l'idée qu'un jour peut-être ça va se faire. Mais manifestement non, parce que
encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Henri. Comment est-ce qu'on explique aux clients qu'il y a d'un côté les bons professionnels et de l'autre côté les méchants ? Et surtout, parce que là, il ne s'agit pas d'adhérer à une philosophie, il s'agit juste de constater et de regarder ce qui se passe sur le marché. Quand ces mêmes professionnels pèsent entre 20 et 22% du marché, est-ce que stratégiquement, quand on est à la tête de telle ou telle organisation, on peut encore ignorer ce fait-là ? Ne pas l'ignorer, ça ne veut pas dire adhérer, ça veut juste dire qu'à un instant T, on regarde ce qu'est le marché et on s'emploie à organiser ce marché au mieux des intérêts de tout le monde. Oui, mais il n'y a plus de sujet. Et quand justement, on a un client qui vient vous faire confiance, vous êtes agent immobilier, j'allais dire traditionnel. Un client vient et vous confie un bien à vendre, il le fait de façon exclusive. Et vous lui dites, c'est grâce à ça que vous avez eu le mandat exclusif, vous inquiétez pas, il va être très largement diffusé. Et alors vous ajoutez, pas à tout le monde, hein, soyez rassurés, il y a un quart des professionnels de ce pays, parce que c'est ça l'histoire en gros, il y a un quart des professionnels de ce pays qui ne le verront pas, parce que nous, on porte un regard extrêmement suspicieux sur ces braves gens. Pourquoi ? Alors là, les ennuis commencent, on en vient aux différences de statut. Là, on perd le client qui dit « mais c'est embêtant, pourquoi vous n'êtes pas sur tout le marché ?» Voilà, la réponse, elle est très simple. Aujourd'hui, cette discrimination, elle a existé, elle a pu être légitime. Moi, j'ai contribué, Bernard aussi, à dépassionner ce débat, à obtenir aussi qu'il y ait un degré d'exigence de la part des réseaux de mandataires qui les honorent et qui les fassent entrer de plein pied dans la communauté professionnelle. Bon, si aujourd'hui on me montre que tel ou tel a moins d'exigence, qu'il ne forme plus, eh bien j'aurai la sévérité qui s'impose. J'apprécierai mal les choses. Idem côté agent immobilier. Mais autrement, il y a une communauté professionnelle. Et donc, tout bêtement, c'est l'un des principes, pas le seul, mais l'un des principes de la création de Partage Plus et de Listigo, ça a été de dire vous êtes un professionnel au sens de la loi, vous respectez les obligations professionnelles, vous travaillez sous couvert d'une carte professionnelle. Bon, voilà, on sait tous ce que ça veut dire. Donc bien sûr, vous formez, il y a des obligations, il peut même y avoir des questions de déontologie, Bernard pourra en parler. Il y a à l'intérieur de l'outil une façon de régler les litiges et de distinguer le bon grain de livret, ça peut arriver, mais à ce détail près, bienvenue au club, quoi. Voilà. Il y a un autre élément que je veux rajouter, c'est que sur le terrain, les mauvais s'éliminent tout seuls. Parce que ce qui contribue au succès d'un partage de mandat exclusif, c'est la confiance que les uns peuvent donner aux autres. Et si une fois ou deux fois, je me suis rendu compte que mon interlocuteur n'était pas digne de confiance, eh bien, il va s'éliminer tout seul. C'est aussi un gage de qualité pour le client final, parce que le mandat de vente, c'est le seul bien immatériel qui est la propriété du négociateur. Il n'a rien d'autre. Donc, c'est vraiment son bien le plus précieux. Et par définition, pour faire correctement ce travail-là, il faut avoir confiance envers ceux avec lesquels on va partager ça. Oui, la relation professionnelle, bien c'est sûr. Toujours ce qui prime, en fait. Oui, et probablement, il faut voir les choses dans les deux sens. On peut dire « Ah, mais c'est terrible, il n'y a pas assez de mandats exclusifs ». A contrario, quand vous êtes dépositaire d'une confiance exclusive, là encore, quel que soit le métier, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous êtes dans l'exigence. On ne déçoit pas quelqu'un qui vous a fait une confiance exclusive. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On dit à un négociateur, parce que c'est dur de se dire « je ne serai rétribué que si j'ai fait l'affaire ». La loi veut ça, mais elle est pas mal faite, moi elle me va. Dans les métiers du commerce, le fait est qu'on est rétribué quand on a réussi à procéder à une vente. C'est vrai si vous vendez une voiture, si vous vendez l'électroménager, c'est comme ça. Bon. Donc moi, ça ne me choque pas. Il y a discussion dans la profession, ça ne me choque pas. Mais c'est violent quand vous savez que 4 professionnels comme vous vont déployer les mêmes efforts et que donc la probabilité, alors, ceux qui ont fait des probabilités à l'époque, à l'école, eh bien, elle est très simplement, non pas de 100%, ça c'est l'exclusivité, mais selon que vous êtes 3, 4, 5, ben vous divisez. Bon. Et c'est très violent ça. Est-ce que ça donne envie de se défoncer, pour être tout à fait clair ? La réponse est non. Est-ce que ça donne envie de se former pour être le meilleur ? Bien sûr que non. On fabrique avec le mandat simple une machine à perdre. Une machine à perdre et une collectivité professionnelle qui est en dessous du niveau optimum. Voilà. Et en revanche, l'exclusivité, on le voit, les professionnels qui sont les
réseaux, certains d'entre eux, des agences immobilières, qui ont vraiment mis le cap sur l'exclusivité. Derrière, il y a le cap sur la qualité humaine des négociateurs. Dans certaines agences, c'est 100% de mandat exclusif. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai une dernière question sur le mandat exclusif, justement. Est-ce que la crise, il faut l'appeler comme ça, les difficultés actuelles que rencontrent les agences immobilières, est-ce que la crise, finalement, ne va pas pouvoir amener les agences immobilières à revoir leur usage du mandat exclusif et peut-être aussi leur point de vue ? Vous savez qu'il y a des philosophes qui disaient que la solidarité, c'était d'abord de l'égoïsme et qu'il fallait que les égoïsmes se rejoignent pour qu'on soit solidaire. Bon, c'est clair que, là encore, ce n'est pas intuitif. Mais plus les temps sont difficiles et plus, de manière évidente, les professionnels ont intérêt à se serrer les coudes, à se regrouper et à essayer de partager ce qui est leur bien commun, finalement. Oui, donc oui. J'ai la même foi. Je pense que dans les moments d'extrême difficulté, on y est, et ça va durer. Voilà, je dis des choses comme je le pense. Les circonstances économiques veulent cela. Eh bien, il y a des réflexes de plus grande intelligence et donc de solidarité, et l'idée de partager cette matière première qui est le trésor que peut détenir un négociateur. Partager, ça veut dire aussi avoir accès au trésor des autres. Ouais, je me dis qu'aujourd'hui, ça va être difficile de s'en passer. Mais enfin, on va être tout à fait clair, c'est pas automatique, Bernard l'a dit. Moi, je vois encore des professionnels qui... pourtant, ils vivent les difficultés du moment, mais ils considèrent que non, il faut encore travailler. Voilà. Oui, les réflexes sont la vie dure. Voilà. La meilleure pédagogie, c'est la répétition. Donc, il faut qu'on soit pédagogue. Et c'est de faire des émissions de radio, sans doute, pour enfoncer le clou. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.